de l'association justement canadienne des Sud africaines. Je suis heureux de vous accueillir et en même temps d'accueillir les organisatrices de cette session consacrée à leur participation politique en Afrique à l'ère, n'est-ce pas, de la technologie numérique. Mouvement de masse populaire entre virtuel et réel. 4 conférenciers étaient prévus, on me signale déjà une absence et il y a un point d'interrogation sur un autre. Sinon, pour l'instant, j'accueille Kaye Amo et Kadidia Gazibo. Alors, dans l'ordre, Kaye Amo va nous entretenir sur la sociabilité politique, quelle place entre guillemets, à l'épreuve masse, hommes politiques et religieux sur l'écran de l'élection présidentielle 2012 au Sénégal. Je signale que Amo nous vient de l'école des hautes études en sciences sociales, alors que Kadidia Gazibo vient de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui nous adressera sur la mobilisation populaire et technologie numérique, la société civile au secours de la démocratie au Niger à l'ère du numérique 2010-2011. Alors, je vais être le modérateur de la conférence, juste pour m'assurer que les choses se déroulent normalement, notamment le respect de l'heure. Mais étant que 2 conférenciers, je pense que nous aurons assez de temps. Donc, je vais vous accorder environ une trentaine de minutes de faire votre présentation. Et après quoi, nous passerons à une période de questions-réponses. Donc, tout de suite, sans attendre, je vous cède la parole. Et voilà. Si vous me permettez, je voulais faire une petite introduction sur la question globale, sur la question de la technologie. Et commencer, et puis je vais d'abord passer la parole à Khadija pour présenter ça. À vous de jouer. Je m'appelle Kaye Amo, je suis doctorante à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Et voilà, je travaille sur le Sénégal, mais d'abord je vais présenter sur la question globale sur la participation politique en Afrique à l'ère de la technologie numérique. En fait, les différentes études qui traitent la question des médias ou des nouvelles technologies en Afrique nous pouvons distinguer 2 types de travaux. Premièrement, le média ou le MTIC, les sujets principaux des recherches. Et deuxième traite ce sujet dans le cadre des études dans le champ plus divers, notamment en sciences politiques, en sociologie, en histoire, en géographie, mais aussi dans le domaine de l'économie. Nous sommes plutôt dans le deuxième cas. Nous avons rencontré cette question dans nos travaux respectifs. Plutôt, nous sommes 3 doctorants. Malheureusement, les autres n'étaient pas venus, mais en anthropologie, en sciences politiques et travaillons sur l'étude en économie aussi, sur l'ère géographique relativement variée, Sénégal, Niger, Gabon, Maroc, et aussi spécialité du champ de recherche divers. Par exemple, sur la question de l'économie transnationale africaine, sur les mouvements religieux et l'émancipation démocratique, l'économie transnationale africaine. Et, bien que nous ne sommes pas forcément spécialisés de cette question de la nouvelle technologie, nos études sur la société africaine contemporaine nous ont naturellement conduit à réfléchir sur ce sujet qui est donc ces nouveaux types de communication et ayant une influence incontournable sur les comportements de la nouvelle génération. Nous avons tout récemment assisté à plusieurs mouvements, les manifestations qui nous ont invités à réfléchir sur l'influence des nouvelles technologies de l'information et des communications sur la vie des citoyens, non seulement en Afrique, mais aussi dans d'autres aires géographiques. Nous avons assisté à l'évolution iranienne en 2009, puis tunisienne, égyptienne, libyenne, yéménite, syrienne. Nous avons suivi aussi des manifestations à Tunis, à Homs, à Damas, filmées sur les téléphones portables et tweetées en direct.
Et à Paris, à New York, à Madrid, à Athènes, aussi bien que des grandes villes africaines, les manifestants avaient manifesté avec les mêmes slogans, les mêmes subtils, les mêmes références et discours. Les diasporas votent. L'élection est aussi un moment des preuves de ces nouvelles technologies parce que les diasporas votent en communiquant direct avec ses parents et les amis dans les villes et les villages en Afrique. Et il y a également l'impact des réseaux sociaux. Francis Pisani parle dans son livre aussi, le Facebook était un État. Il représentait le troisième du monde avec sa population de 800 millions d'utilisateurs derrière la Chine et l'Inde. Donc bien qu'il y a d'autres causes majeures derrière ces manifestations ou évolutions, notamment l'inégalité sociale et économique, nouvelle technologie est un facteur important pour comprendre la capacité de la mobilisation des masses opprimées ou qui n'avaient pas de parole. Et notre question ici est d'abord la suivante. Comment ces nouvelles technologies sont en train de reconfigurer les sphères publiques et les rapports de force entre les dirigeants et la population, mais aussi les rapports du pouvoir dans le champ politique global, la société civile. Pour cette introduction, je signe surtout le contexte d'introduction de MTIC. Et j'évoque aussi par la suite le problème d'accessibilité encore qui est très marquant en Afrique, et où bien je parle plutôt des filtres vis-à-vis des MTIC. Alors des contextes, donc je parle de ces deux points. Des contextes d'abord, nous avons vécu une période, ce qu'il faut souligner qu'en Afrique, l'introduction de la nouvelle technologie a été faite presque aux mêmes périodes que dans les pays développés, c'est-à-dire les années 90. Et en 2012, seuls 3 pays possédaient une connexion interactive, Afrique du Sud, Égypte et Tunisie. Et en 1996, 16 pays étaient connectés. En 1999, presque tous les pays accèdent au réseau. Donc il y avait en fait une vision utopique, c'est un peu petit. Nous avons vécu une période d'enthousiasme et de vulgarisation, et cyberespace était considéré comme une nouvelle utopie des temps modernes. Donc notre village planétaire, tout le monde accède au réseau et tout le monde peut exprimer à travers le blog. Donc cette vision utopique marque le discours et l'action de l'administration américaine d'abord, et ensuite par la suite c'était le Global Information Infrastructure qui a été diffusé, vulgarisé même au niveau de pays en Asie, en Afrique. Donc il y a, bon, je ne lis pas forcément parce que c'est très long, mais il y a cette vision assez utopique, la technoforce, les démocraties, développer notre sentiment de participer à une gestion solidaire de notre petite planète. Et donc en Afrique, cette vision utopique était conjuguée avec les discours qui viennent avec le projet de développement et de la démocratisation, qui est avec toutes les ambiguïtés qui accompagnaient aussi ces concepts. Donc il y a cette vision d'une MTIC comme le levier du développement. Et je traite en fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette vision utopique est vraie? Est-ce que tout le monde peut accéder? Est-ce que tout le monde a la parole? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'ambiguïté parce qu'il y a des fossés, bien des filtres qui ne permettent pas tout le monde à accéder non seulement au réseau, mais ceux qui sont connectés aussi, il y a des fossés, il y a des filtres qui ne permettent pas d'accéder à tous les réseaux. D'abord, il y a ici, il y a 3 niveaux des fossés que j'ai soulignés. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est la place de l'État dans la société africaine, dans le contexte de démocratisation, et aussi d'une intégration dans la société numérique. Maintenant, les États, certes, il y a beaucoup d'acteurs qui s'échappent le contrôle de l'État grâce à ces réseaux, grâce à l'Internet. Et la démocratisation de sphère de communication, je crois que Khadija aussi peut parler de ce sujet. Donc je vais sauter un petit peu sur ce sujet-là. Je vais juste parler du filtre. Et il y a plusieurs filtres qui déterminent l'accessibilité de la population. D'abord, il y a un filtre technique, il y a un filtre politique. Et littératie, ce qu'on appelle la littératie des médias ou bien littératie des cyberespaces, c'est-à-dire est-ce que les gens peuvent accéder déjà
Est-ce qu'ils ont la capacité de comprendre et de trier des informations qu'ils consultent sur les internets, tirer les leçons. Et troisième piège, il y a aussi des filtres qui sont produits directement par les réseaux. D'abord, l'accessibilité à l'Internet, un problème important en Afrique, bien que les cybercafés sont devenus des endroits fréquentés par beaucoup de jeunes, il reste un grand nombre de la population qui n'ont jamais touché l'ordinateur. Donc l'infrastructure et la formation propice manquent toujours pour que les citoyens soient bien connectés à des réseaux numériques, mais aussi donc le coût d'accès et le droit de propriété et l'appropriation des logiciels par les citoyens sont des problèmes à résoudre pour effacer ces fossés technologiques. Il y a des filtres politiques, c'est-à-dire l'inégalité d'accès à l'Internet n'est pas seulement la conséquence du seul manque des moyens, mais est liée aussi très souvent à la malgouvernance, à la manipulation des médias et le contrôle de l'État sur les infrastructures des TSI. Beaucoup de régimes dictatoriaux comme en Tunisie, en Zimbabwe ou encore au Gabon voient l'Internet comme une menace pour le régime politique en place, en trouvant les moyens de contrôler ces sources potentielles de déstabilisation. Donc se pose dès lors toute question relative aux politiques nationales de libéralisation du secteur des télécommunications et du rôle des autorités de régulation, de celle des bailleurs de fonds dans le financement des infrastructures, etc. Voilà, il y a certes des politiques d'attractivité menées par les collectivités territoriales et par des multiples acteurs bilatéraux, multilatéraux, pour favoriser ou construire des espaces numériques. Mais en Afrique, comme d'autres pays en voie de développement, le mode de régulation de l'Internet est encore expérimental. Il y a filtres cognitifs et linguistiques. Les filtres cognitifs et linguistiques, question de la littératie des médias et des technologies. Donc, littératie, ça ne signifie pas seulement de lire, pouvoir lire et écrire. Certes, l'illettrisme général dans la plupart des pays en développement conjugue avec l'illettrisme informatique, mais aussi, ce qui se trouve sur Internet, c'est des informations, mais ce n'est pas de connaissances. La littératie de médias est un mot utilisé dans les études sur la société numérique. La littératie ne désigne pas uniquement pouvoir lire et écrire, mais comprendre les messages qui se circulent sur le cyberespace, sur les médias, et pouvoir en tirer des leçons, ou bien pouvoir faire une lecture critique afin d'interpréter ces informations avec une manière intelligente pour tirer des leçons, pour l'utiliser dans leur propre vie, etc. Il y a aussi pièges produits par les MTVC elles-mêmes. C'est le dernier point que je veux souligner. Roger Bautier, dans son article, il remarque les limites intrinsèques de la blogsphère. Ce qui caractérise les réseaux à travers les pages web et les blogs est aussi anonymat de l'information. Donc il y a une fiabilité des informations qui se met en cause, qui se met en question, et aussi l'Internet, un espace où chaque groupe ou organisme respectif s'exprime pour promouvoir le propre intérêt respectif, donc créer leur propre réseau et recruter leur propre public, voire clientèle. Donc si on n'a pas d'œil critique, si on n'a pas de manière de lire ces informations, de flux d'informations, on est très souvent piégé, de noyer dans les déchets d'informations qui ne peut pas servir et qui ne peut pas nous aider à avoir une opinion critique. Donc la conclusion, je veux dire que cette introduction était pour dire qu'en Afrique, il y a accès au réseau, mais il y a des fossés toujours, il y a des filtres qui ne permettent pas à bien l'utiliser. Il y a aussi la question d'éducation, question de sensibilisation sur le point positif et négatif sur Internet. Maintenant, tout le monde utilise portable, tout le monde utilise l'ordinateur, mais est-ce que ça devient l'outil efficace ou non? C'est des questions encore à réfléchir ensemble. Merci. Bonjour, moi je suis Khadija Gaziko, donc je vais vous entretenir un cas particulier du Niger. Parce qu'initialement, après l'introduction générale, on devait présenter 4 pays.
le Niger, le Sénégal, le Gabon, et puis il y avait un autre étudiant qui devait travailler sur le Maghreb, mais du fait de l'absence de deux autres de nos collègues, on va présenter le cas empirique du Niger que je vais présenter, Kaye va et parler un peu du Sénégal. Moi, dans mon intervention, je voulais parler de la mobilisation populaire et technologie numérique en faisant le lien entre les deux, afin de déterminer comment et dans quelle mesure les nouvelles technologies du numérique peuvent servir de moyen non plus de simple information, mais également de mobilisation, de contrôle et de défense des processus démocratiques en Afrique de manière générale, mais au Niger en particulier. Dans la mesure où les nouvelles technologies du numérique jouent un rôle important dans la gestion et la structuration des relations sociales tant publiques que privées, ces dispositifs sont devenus si capitaux dans les sociétés contemporaines qu'il est très difficile de ne pas y recourir, que ce soit pour échanger, mobiliser ou participer à la structuration de l'espace public interne et international. En plus de permettre aux individus de s'exprimer, elles offrent des capacités assez élargies qui leur permettent en un temps record de se mobiliser, notamment dans les processus démocratiques en Afrique. Donc la multiplication de ces technologies, les interactions qu'elles permettent en compte des ressources économiques et politiques que les acteurs sociaux, que ce soit les gouverneurs ou les ONG ou les simples citoyens, utilisent au quotidien pour combattre ou défendre leurs idées. Pour les uns, par exemple, les décideurs politiques, il s'agit par exemple de contrôler les informations en les manipulant dans le sens qu'ils veulent donner aux politiques publiques. Pour les autres, ONG, société civile, opposition, autant ça peut être un moyen de contrôle, mais aussi le contre-pouvoir qui leur permettra de manifester, par exemple, leur désaccord lorsque des décisions qu'ils jugent défavorables leur sont appliquées. Si en Occident, la révolution technologique se banalise, dans tous les secteurs de la vie sociale, que ce soit l'économie, l'information, la culture, en Afrique, c'est dans le domaine politique que nous avons essayé de lier les nouvelles technologies du numérique dans les processus démocratiques. Pour une simple raison, c'est que depuis quelques années, on remarque que grâce à ces moyens de mobilisation, les rapports entre les élites politiques et les masses populaires sont complètement transformés. Il y a un auteur qui s'appelle Martin Albert qui parle des nouvelles technologies politiques qui constituent dans un contexte de crise politique que connaissent par exemple la plupart des pays africains un moyen de remettre en cause sans s'exposer physiquement, puisque ça se fait souvent de manière virtuelle, même si après il y a des mobilisations par rapport aux manifestations où les gens sont physiquement présents, qui permettent d'échapper aux répressions et autres brutalités policières qui ont été à l'œuvre pendant longtemps sur le continent. Les nouvelles technologies numériques que nous avons, je n'ai pas fait de distinction entre les réseaux sociaux, Internet ou téléphone mobile, engendrent de nouvelles formes de sociabilité et de mobilisation politique qui produisent des effets sur les pratiques et processus politiques. Ainsi, malgré une inégalité dans la répartition et l'accès aux outils que Kaye a présenté entre le nord et le sud et au sein d'un même pays en fonction des zones d'habitation, on remarque quand même ces dernières années que le niveau d'équipement et de consommation est très fortement développé. Je vais présenter le cas concret du Niger qui commencera vers la fin 2009 et jusqu'à 2011 ou même actuellement, pour la simple raison que c'était ce moment qui a été très critique pour le pouvoir en place. Donc afin de défendre cette position, je vais structurer mon travail autour de trois idées principales. D'abord, en parlant un peu du contexte socio-politique et l'émergence d'éthique au Niger. Ensuite, je vais parler de la contestation des régimes en place qui a permis aux gens de se mobiliser par rapport pour contester le régime. Et enfin, comme dernier point, je vais parler de la manière dont ils ont participé à faire émerger une société civile au Niger. S'agissant du premier point, sur le contexte sociopolitique et l'émergence d'éthique, le Niger, comme la plupart des pays africains, a amorcé sa transition démocratique au début des années 90, au lendemain de ce qu'on a appelé le vent de l'Est
et le discours de la Bonne. Après une conférence nationale tendue, les élections présidentielles annoncent un renouveau politique et institutionnel. Et de la première élection après le régime autoritaire, donc autour des années 93, il y a eu la première élection qui a permis de mettre en place le premier pouvoir civil démocratiquement élu de la période post-guerre froide. Donc j'ai pris une période allant de 1990 à 2000. Le Niger a connu quand même une instabilité politique assez difficile, interrompue parce que le processus démocratique a été interrompu par 2 fois par des coups d'État en 1996 et 1999. Mais de 2000 jusqu'en 2010, c'est la deuxième période, le pays a connu une stabilité politique et institutionnelle porteuse de réelles perspectives de consolidation démocratique. En effet, après le deuxième coup d'État, celui de 1999, des élections ont été organisées par le pouvoir militaire qui a permis encore une fois de relancer le processus démocratique. Et 5 ans plus tard, puisque la Constitution, la durée d'un pouvoir est limitée à 5 ans, donc 5 ans plus tard, les élections ont reconduit le président sortant pour un dernier mandat, parce que en même temps que la durée du mandat est de 5 ans, un président ne peut se présenter que 2 fois. Donc, les élections de 2005 ont reconduit le président sortant qui, à l'issue de la fin de son mandat, on s'attendait à au moins de nouvelles élections qui permettraient de consolider la démocratie. Mais on a remarqué que vers la fin de son mandat, vers la fin 2009, le président qui s'appelle Mamadou Tanja a décidé de rallonger de manière unilatérale son mandat de 3 ans supplémentaires et d'essayer de modifier la disposition de la Constitution qui interdisait, qui imposait 2 mandats. Donc, afin de maintenir son pouvoir et de se parer d'une pseudo-démocratie, il décide de porter le projet devant le peuple pour un référendum. Mais il se trouve que le président fait face à une double contrainte. D'une part, la révision constitutionnelle ne peut passer que par 2 voies. Soit la voie parlementaire, si elle recueille les 3/4 des voix des députés, soit par voie référendaire, qui, elle, demande l'approbation de la Cour constitutionnelle. D'autre part, il y a un article qui est l'article 136 de la Constitution qui stipule que la disposition limitant le nombre de mandats à 2 ne peut faire l'objet d'aucune modification. Ce qui, au final, exclut à la fois la voie parlementaire et référendaire sur la question précise. Malgré tout, le président veut passer en force. Il demande à la Cour constitutionnelle de donner son avis sur la question. Avis que la Cour donne en jugeant le projet de constitution non conforme, le projet de référendum non conforme à la Constitution. Mais le président ne veut pas en tenir compte. Il décide de demander à l'Assemblée de voter puisque, comme je l'ai dit tout tantôt, avec 3/4 des voix à l'Assemblée, le projet pouvait passer. Donc il demande à l'Assemblée, au Parlement de voter. Celui-ci refuse. Et dans ce cas, comme moyen de contre-offensive, il décide de dissoudre aussi bien l'Assemblée que la Cour constitutionnelle. Et il s'arroge le plein pouvoir. Malgré tout, l'opposition dénonce un coup d'État, il appelle le peuple à se mobiliser et l'armée à désobéir. Malgré toute la contestation, les désaccords, il organise quand même un projet, le référendum le 4 août 2009 et suivi d'élections législatives auxquelles ne prennent part aucun parti de l'opposition. Et il y a eu un faible taux de participation, gonflé forcément par le régime, mais selon les sources estimées à peine 39% de la population. Donc, malgré ces différentes réformes passées en force sans que l'opposition prenne part, malgré la dégradation du climat politique et social, la contestation ne cesse de grandir. Cela est le révélateur de l'argument que depuis quand même 10 ans,
les Nigérians se sont convertis aux règles de la gouvernance démocratique. Il n'y a pas si longtemps, une telle attitude du président aurait passé sans réelle opposition du fait de la capacité des régimes autoritaires à museler les opposants. En 1996, par exemple, la junte qui a renversé le premier régime démocratiquement élu avait participé avait organisé des élections qu'il a remportées dès le premier tour, alors qu'il n'avait aucune assise politique. Et ça n'a pas fait l'objet de contestation, même si les mécontentements ou des mécontentements ont eu lieu, il n'y a pas eu de grandes manifestations. Donc c'est sans mesurer la portée d'une part de 10 ans de pratique démocratique qu'un certain nombre d'éléments corroborent, comme les 2 élections dont je viens de vous entretenir. Il y a une certaine liberté d'expression, une opposition structurée, et la société civile qui commence à émerger. Et d'autre part, le contexte de révolution numérique qui facilite et multiplie les capacités de mobilisation citoyenne. Malgré tout, le président n'en a pu et continue à gouverner sans penser pouvoir transmettre le pouvoir, puisque une fois que le référendum est passé, il bénéficie de 3 ans supplémentaires et après il a aussi également décidé de sauter le verrou de l'article qui limite à 2 le nombre de mandats, ce qui lui permettra de se présenter infiniment. Donc c'est dans un contexte de blocage politique que va s'organiser à l'intérieur comme à l'extérieur la mobilisation contre la dérive autoritaire du pouvoir. La seule inconnue qui restait était de savoir comment aller se terminer cette confrontation politique. Dans une situation où tous les moyens de gauche sont épuisés, comment en découdre avec un régime politique qui s'est replié sur ses intérêts partisans, ne tenant ni compte des instances institutionnelles et juridiques qui ont permis quand même pendant 10 ans son assise et sa légitimité durant la période légale de son mandat, ni de la faible participation du référendum qui a allongé sa durée de vie, ce qui aurait dû d'ailleurs le renseigner sur la part minoritaire des gens, de ses partisans pour la rallonge de son mandat. Il y a un autre problème aussi auquel le pouvoir en place était confronté, c'était l'isolement du pays sur la scène internationale. Il est par exemple exclu de toutes les instances de décision de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui depuis les années 90 a pris quand même un pouvoir considérable dans les processus démocratiques dans les pays membres de la région. Donc ce qui complique davantage, puisque en plus d'un pays assez pauvre, dont la plupart des recettes proviennent de l'extérieur, le gel de l'aide ne peut que porter atteinte au bien-être de la population. On s'est posé la question de savoir si les populations allaient accepter ou non de défendre les intérêts particuliers d'une petite minorité. Le pouvoir en place, les amis et clients, les clientélismes des États africains, tout le monde en a entendu parler. Dans tous les cas, les populations ont décidé de réagir en se servant des réseaux sociaux. Par exemple, il y a 2 sites dédiés au Niger qui s'appellent Niger Diaspora ou Tantam Info, qui décortiquent, analysent et mettent à la disposition des citoyens des analyses sur les conséquences, voire le danger du maintien du pouvoir jugé illégal et illégitime, non seulement par une majorité des Nigériens, mais également des partenaires extérieurs. Sur Tantam Info, par exemple, les articles allant dans ce sens sont publiés chaque jour, transmis aux médias locaux, télévision, radio privée, qui les transmettent dans les langues locales, afin de les rendre compréhensibles aux citoyens non lettrés ou qui n'ont pas accès au numérique. La dénonciation du régime et la remise en cause du pouvoir a permis de grandir, notamment grâce aux nouvelles technologies du numérique, qui ont eu un impact considérable sur la naissance et l'accompagnement des processus démocratiques. L'utilisation de ces supports numériques comme moyen de contre-information permettent entre autres une circulation très rapide des informations, une capacité inégalée de mobilisation, et ayant généré le mouvement social de grande envergure en un temps particulièrement court, puisqu'on a parlé de fin 2009, début 2010-2011,
avant qu'un coup d'État ne vienne mettre fin aux quelques mois de crise sociopolitique. Cela nous permettra de passer au point 2 de notre intervention, que j'ai intitulé les revendications démocratiques à l'ère du numérique et la contestation du pouvoir en place. La contestation du pouvoir en place permet d'interroger concrètement les mécanismes de la mobilisation populaire contre le président Mamadou Tandja et notamment d'analyser la place et le rôle que les nouvelles technologies ont eu, ou en tout cas ont ouvert la voie à la chute du régime. Alors que les sociétés civiles africaines étaient tardivement comptabilisées par les élites gouvernementales comme des acteurs pouvant participer à la vie politique, faisant de fait les États les seuls maîtres du processus décisionnel, l'avènement des nouvelles technologies numériques a brisé ces monopoles. L'accès au NTC, leur entrée dans les pratiques politiques des citoyens au Niger est incontestablement à l'origine des mouvements qu'on a pu observer qui demandent la fin du règne du président et le retour au processus démocratique. De plus, la proximité entre les citoyens qu'elle facilite permet difficilement permis à l'État de contrôler le mouvement, puisque l'État, comme son administration, était resté assez déconnecté de la révolution technologique, ce qui est assez étonnant, vu un pouvoir qui veut montrer justement la légalité de son référendum. Donc, mais malgré tout, les médias, enfin, les moyens traditionnels de communication, comme la presse, les radios et télévisions publiques, ont pris fait et cause pour le pouvoir en place. Dans ces conditions, les opposants n'ont d'autre choix que de contourner les mécanismes traditionnels de communication en s'appropriant les nouvelles technologies du numérique comme moyen de mobilisation. L'objectif était de montrer d'abord aux yeux du monde, puisque maintenant on vit dans un monde où la communication et l'information circulent assez rapidement et permet aux autres intéressés, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, de pouvoir participer au mouvement de mobilisation démocratique. Donc nous avons vu le contre-pied des approches qui voient dans l'entrée des pays africains dans le numérique comme une simple forme de mimétisme ou de dépendance de l'Afrique par rapport au lieu de création de nouvelles technologies du numérique. Notre approche, loin de se pencher sur les clivages sociaux et les formes de domination que Kaye vous a présenté tout à l'heure, montre comment, lors de la crise politique au Niger, sans autre enjeu que la sauvegarde de la démocratie, ces technologies ont conduit des acteurs aux positions sociales très différentes, que ce soit au sein des ONG, de la société civile, de la diaspora, à créer un réseau social qui regroupe à la fois des élites, des hommes politiques, des masses populaires ou de simples individus. Donc les inégalités numériques n'ont pas empêché les initiatives individuelles et de groupes de s'approprier et d'alimenter la chaîne numérique mise en place pour défendre et sauvegarder les acquis démocratiques. Ainsi, grâce aux TIC, les citoyens suivent directement l'organisation de la mobilisation, les initiatives citoyennes d'opposition ont émané par exemple d'universitaires tels que un professeur du Niger qui s'appelle Souley Niandou, M. Gazibo Mamoudou, des acteurs de la société civile, tels l'actuel ministre de la Justice ou des partis d'opposition, qui ont trouvé écho auprès des médias, des ONG de défense de la démocratie, des individus et des groupes, qui à leur tour ont permis de relayer le contenu des articles et des messages afin de les rendre accessibles au niveau local. Avant cette révolution technologique, par exemple, la diaspora nigérienne, qui a été très active durant justement cette crise politique, n'aurait pu participer directement et de façon déterminante, même si c'est virtuellement, au combat politique. Pour mieux comprendre cette situation, par exemple, on peut rappeler que le Niger a connu depuis le lancement du processus démocratique en 1990 plusieurs crises
politiques, notamment celle née de la cohabitation en 95-96, lorsque l'un des partis politiques d'opposition a quitté la coalition d'opposition pour rejoindre le gouvernement, inversant un peu la tendance. Donc on a eu un président et un premier ministre qui n'étaient pas du même bord politique, ce qui a débouché sur une très grave crise politique, mais qui n'a pas permis en fait une mobilisation, même au plus haut de la crise. La capacité d'action collective contre les nouvelles technologies numériques a incontestablement joué un rôle important dans la coordination des actions des citoyens, qui tentent par ce biais d'infléchir la position du gouvernement. Il y a eu des énormes manifestations dans toutes les grandes villes du Niger, à Niamey, Maradi, Tawa, qui ont pu se réaliser grâce justement aux capacités offertes par Internet, mais surtout par le téléphone portable. Mais lors de ces manifestations, par exemple, les actions, les comportements des forces de l'ordre que le gouvernement a envoyés pour disperser les manifestants sont enregistrés, rapportés, traités comme une atteinte aux règles démocratiques et aux droits de l'homme. Il en est ainsi des blessés, par exemple par les forces de l'ordre qui ont été pris en photo à l'aide de téléphone portable, matérialisés sur Internet, consultés et commentés des milliers de fois, ce qui a eu pour avantage de montrer la dérive du régime. Ces manifestations ont démontré que les nouvelles technologies du numérique avaient le pouvoir de réunir ceux qui veulent exprimer leur volonté de participer au processus démocratique. Ils ne se sont pas contentés d'exprimer leurs croyances et leurs idées. Ils ont appelé le gouvernement en lui montrant ses propres limites. Nous allons parler par exemple d'une ou deux de ces limites. D'une part, grâce au support numérique, les informations sont consultables, les informations sur le Niger s'entend, sont consultables par tous citoyens. Par exemple, la Constitution est disponible sur Internet, les articles relatifs aux modifications constitutionnelles peuvent être consultés. Donc il est devenu dans des conditions très difficiles pour le pouvoir de justifier objectivement son maintien au-delà de la durée légale de son mandat. Surtout que parallèlement, à l'étranger, de nombreux pays exercent des pressions sur le pouvoir pour qu'il puisse céder sa place. Je peux donner l'exemple, par exemple, de l'article 36 de la Constitution, qui a été mise en ligne et qui est commentée, qui a été commentée des milliers de fois, qui montre que la Constitution sur laquelle le président s'est fondé pour faire son référendum n'est que et ne doit faire l'objet d'aucune modification. Donc, dans ces conditions, les juges, les universitaires, les journalistes n'ont pas manqué d'apporter la preuve de légitimité du maintien du régime au-delà du 22 décembre 2009. Point 3 de mon intervention, révolution numérique et émergence d'une société civile en Afrique de manière générale, au Niger en particulier. De manière générale, deux idées sont faites à propos de l'existence ou non d'une société civile en Afrique. D'un côté, de nombreuses études ici de théorie générale et occidentaux-centrée ont annoncé la thèse de l'absence d'une société civile en Afrique. D'une part, à cause de la domination de la vie politique par des régimes autoritaires, et d'autre part, de la structuration communautaire des sociétés africaines qui ne sont pas favorables l'une comme l'autre à l'émergence d'initiatives individuelles ou de groupes. Mais depuis la fin des années 80, on constate quand même de très grandes mutations au sein de ces sociétés, liées aux revendications démocratiques portées et facilitées par les révolutions numériques. De nombreuses études empiriques ont montré qu'à la différence des pays d'Amérique latine où les processus ont été initiés par les élites au pouvoir, en Afrique, cet état de fait possède des individus et des groupes qui ont poussé leurs revendications jusqu'à avoir raison des régimes autoritaires d'exception ou de partis uniques. Un nombre croissant d'études décrivent comment les mouvements sociaux des gens d'en bas influencent en réalité largement l'État moderne et l'organisation de l'espace politique.
D'un autre côté, l'analyse des rapports sociaux a toujours mis en avant la dualité sociale entre ceux dont je viens de parler, les en haut d'en haut, qui sont les privilégiés du système sociopolitique et économique, et ceux qu'ils ont appelés les en bas d'en bas, qui sont écrasés par les interliés à leur exclusion du système. C'est conscient de cet état de fait que ces derniers vont tenter d'inverser les rapports de force en leur faveur. Une analyse comme celle de Jean-François Bayard pour la politique du ventre a montré leur capacité à tenter d'échapper au développement inégal, se saisissant la moindre opportunité comme un moyen de briser les chaînes de l'exclusion dans lesquelles les maintiennent leur appartenance à la sphère de non privilégiés. Nous nous sommes intéressés aux nouvelles technologies numériques en termes d'outils et d'opportunités permettant à ces sociétés civiles, aux gens d'en bas, de faire bouger, sinon de faire tomber les barrières des acteurs politiques et économiques. Les convictions dans ce contexte qu'on a voulu démontrer qu'il y a quand même une émergence d'une société civile grâce à la révolution numérique relativise un peu quand même les études en sciences sociales qui ont conclu un peu trop vite à l'inexistence ou à l'impossibilité de l'implantation d'une société civile en Afrique. Aussi innovantes qu'elles soient, les TIC ont été des opportunités et un moyen pour les acteurs sociaux de faire pression sur les processus démocratiques. C'est à la fois pour les citoyens un moyen d'interpellation des acteurs politiques, mais d'expression aussi directe et de poursuite de leurs intérêts, avec une capacité d'influencer la configuration de la régulation politique. Il en est arrivé depuis récemment au Niger, par exemple, que le ministre de l'économie et des finances soit relevé de ses fonctions suite à l'affaire d'un marché qu'il aurait octroyé dans des conditions illégales à un opérateur économique qui est de son bord politique. Alors qu'auparavant, l'éthique était considérée comme des outils techniques liés à l'histoire occidentale, hors de portée des classes sociales défavorisées, elles sont devenues ces dernières années un moyen de socialisation et d'apprentissage des actions citoyennes. Certes, l'usage d'éthique dépend de ressources numériques et techniques, des ressources techniques et économiques comme l'équipement, la connexion, les moyens financiers, lesquels sont forcément, en tout cas, réellement inégalement répartis entre les pays du Nord et du Sud et entre les différents espaces locaux. Mais c'est aussi des ressources relationnelles, lesquelles, dans le cadre de l'Afrique, constituent un atout considérable du fait que le réseau social soit très élargi. La société nigérienne s'est familiarisée ainsi avec ces objets techniques par la grande place accordée à l'utilisation des machines dans la quête de la construction d'une identité citoyenne. Ainsi, depuis quelques années, de manière générale, l'éthique pénètre progressivement toutes les dimensions de la vie quotidienne et ont des ramifications dans les domaines sociaux, économiques, politiques. Par exemple, une étude menée en 2007 au Burkina Faso, un des pays les plus pauvres du monde, montre que 70% des lycéens de terminale et plus de 90% des étudiants ont une adresse mail et un téléphone portable, chiffres qui équivalent à ce moment-là à ceux de la France. Ces mêmes étudiants consultent de plus en plus systématiquement des sites internet pour compléter leur cours, ce qui nous permet d'affirmer en réalité que les populations africaines sont quand même partie prenante de la révolution technologique et qu'elles ne sont pas restées en marge de ce qui se passe dans les pays du Nord. Donc pour conclure, une remarque peut être faite. L'influence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en réduisant l'écart temporel entre les individus et les groupes, en permettant une diffusion rapide des informations, malgré les difficultés liées à leur accessibilité en Afrique, le plus à démontrer. Leurs appropriations par les Africains, que ce soit au Niger ou ailleurs, permettraient d'en valider en partie les analyses qui réduisent l'Afrique en tant qu'objet d'étude aux représentations que se font ceux qui y travaillent. Je vais laisser, pour avoir plus de temps, la parole à Kaye. Oui, dans 5 minutes, de manière synthétique, présenter les points saillants donc, du cas sénégalais pour permettre à l'histoire de... Je vais essayer d'être très bref.
Merci beaucoup. Donc, je vais essayer vraiment d'être très rapide. Donc, en basant sur le cas du Sénégal, ce qui m'intéresse, en fait, c'est notamment le rapport entre l'écran et les rues, bien les places publiques, les lieux de manifestation physique où les gens se manifestent réellement, et l'écran, c'est-à-dire l'écran de télévision, d'ordinateur, de téléphone portable, et ainsi de suite. Et voilà. Est-ce que aussi les médias et les cyberespaces sont devenus une véritable sphère publique démocratique où les citoyens, voilà, comme Khadija a présenté, il y a un impact assez considérable de ces idées de discussion, ou bien c'est plutôt les sphères physiques de manifestation, c'est-à-dire les rues qui influencent ces images. Aussi, donc il y a une interactivité entre les rues et l'écran, ce qui se dit à travers les médias et ce qui se passe dans la rue. Voilà. Et le contexte du cas que vous savez à peu près de ce qui s'est passé, donc je ne vais pas trop m'entraîner là-dedans. Et donc ce qui est important, en fait, il y a 3 manifestations considérables qui avaient une influence considérable sur le résultat, c'est-à-dire l'échec d'Abdoulaye Wade et la victoire de Macky Sall, l'actuel président. Et les 3 manifestations dont on parle, c'est 23 juin 2011 et 27 janvier 2012 et 17 à 18 février 2012. Pendant 10 mois, en fait, entre 2011 et 2012, on a connu une forte tension entre le président de la République, Abdoulaye Wade, ex-président, et l'opposition politique, mais aussi la forte tension entre le président et la population elle-même, la jeunesse en particulier, qui se sentait opprimée, donc qui ont favorisé des mouvements citoyens dans la rue, dans les sphères publiques. Les slogans que nous avons entendus qui ont frappé nos yeux étaient notamment « Y en a marre », c'est un groupe du rap, ce mouvement avait l'origine régionale de Kaolack, ou bien Wade dégage. Donc tout ce qui réclame la frustration contre le deuxième ou en réalité troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Donc manifestation, il y a ces 2 phénomènes. Déjà 23 juin était une date clé de cette élection alors qu'Abdoulaye Wade a essayé de passer un projet de loi instituant le ticket d'élection simultané au suffrage universel du président et du vice-président de la République. Donc, en plus, le quart bloquant, disposition permettant d'être élu dès le premier tour avec seulement 25% de voix. Donc, le président renonce finalement à son projet face à des manifestations massives de la population qui contestait ce loi. Et ce mouvement a créé M23, un mouvement du 23 juin. Et ce qui s'est passé le 27 janvier, c'était un rassemblement à la place de l'Obélisque à Dakar, des membres de ce mouvement, 23 juin, opposés à la candidature de président Wade, et ont manifesté après un rassemblement général. Les leaders du mouvement du 23 juin ont indiqué qu'ils ne quittent pas la place tant que le Conseil constitutionnel n'aura pas publié la liste des candidats retenus pour participer à l'élection. Donc une forte mobilisation est notée avec la présence de plusieurs leaders d'opposition, dont Ousmane Tanor Diagne, Cheikh Baba Dièye, Landing Savané, il y a plusieurs leaders d'opposition. Et malgré ces manifestations, Wade l'a présenté à cette élection. Et si j'explique, bon, je crois que vous savez à peu près le contexte, à partir de 1993, avec la nouvelle constitution, on a changé au lieu de quinquennat, on est parti à un mandat de septennat. Et justement, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes, parce qu'à partir de 2000, l'année où Wade a été élu pour la première fois comme le président de la République, on a changé encore à nouveau la constitution et pour aller encore à quinquennat, mais limité à des 2 mandats. C'était donc le source de débat que nous avons subi si le président a le troisième mandat ou le 12e mandat, et parce que nous avons changé la constitution entre-temps. Et le Conseil constitutionnel a décidé que le président a pu par nouveau se présenter, donc c'est abouti à tous les épisodes, à des manifestations et des contestations. Et ces manifestations dans la rue avaient donc un impact réel sur le résultat de l'élection, comme je dis. Et c'est parce que dans certaines mesures, ces images ont été aussi reproduites et diffusées sur les médias, mais aussi sur Internet.
notamment, à travers le photo et l'image filmée ou prise spontanément par les acteurs eux-mêmes et postée sur les blogs. Voilà, donc c'est le 27-28 février. Et enfin, la frustration explose le 17 à 18 février 2012. C'est la manifestation et la violence. Ce mot a beaucoup été diffusé, la violence à Dakar. Une dizaine de personnes, dont un policier, ont été blessées vendredi dans des violences qui ont éclaté à Dakar lors de la dispersion des groupes de jeunes opposants qui tentaient de participer à une manifestation interdite contre un nouveau mandat du président. Donc, pour la 4e journée consécutive, l'opposition avait appelé à manifester massivement dans le centre du Dakar contre la candidature. Et donc, ça a emmené il y a beaucoup de personnes qui ont assisté aussi à cette manifestation. Et voilà, donc il y a aussi. Voilà, je vais pas parler. En fait, je vais juste noter ici sur la question religieuse parce que je voudrais parler aussi des consignes de vote. 2 minutes, d'accord. Grand maximum. D'accord, qui est assez important, c'est que les marabouts donnent des consignes de vote et c'était une sorte de tradition où les Sénégalais votaient. Mais cette fois, l'élection présidentielle, il n'y a pas de grands chefs religieux, c'est-à-dire qui arrivent les sommets de confrérie qui donnaient les consignes de vote. Il n'y avait que des jeunes, ce qu'on appelle les jeunes marabouts, c'est-à-dire les marabouts un peu, on ne dit pas rebelles, mais qui sont décidés de la confrérie et qui ont fondé leur propre filière, qui ont donné les consignes de vote. Et malgré cela, ça n'a pas été respecté. Donc il y a tous ces discours autour des religieux qui soutiennent tel ou tel candidat et les présidents et les rues et l'écran a parlé de tous ces événements massivement. Voilà, donc ce que j'ai remarqué déjà à travers cette manifestation, le moyen qui a joué le rôle le plus important était des portables, mais pas forcément de Facebook et Twitter. Les jeunes, même s'ils n'ont pas suffisamment de littératie ou bien la capacité de lire des outils informatiques, peuvent au moins manipuler le téléphone portable, téléphoner, ils venaient de banlieue pour assister à la manifestation. Donc le téléphone portable était assez important. Et aussi ce que j'ai remarqué, c'était le contrôle des bureaux de vote par les simples citoyens. Ça c'est un autre sujet, des blogs. Le contrôle des bureaux de vote que j'ai assisté, c'était assez important. En fait, la nouvelle technologie, ça permet le contrôle direct. Et il y a une oralité, donc les gens se connectent et contrôlent les bureaux de vote, même les diasporas qui étaient en France, ils suivaient directement ce qui s'est passé au niveau du pays pour participer à l'élection. Et voilà, le deuxième point que je voulais souligner, c'est l'espace virtuel. Est-ce que ça allait vraiment l'impact, par exemple, de la question de Miguel, le consigne de vote par les chefs religieux? Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit, ça reflète peut-être l'émancipation, la façon d'écrire. Il y a le mot qui s'appelle nethnologie, la façon d'analyser comment les gens, non seulement les paroles, les discours, mais analyser aussi la façon d'écrire, par exemple les orthographes, par exemple est-ce que c'est majuscule ou minuscule. En lisant cela, on sent que ça reflète certaines frustrations, certaines opinions, mais à la fois il y a certaines choses que j'ai remarquées à travers ces écritures. Et est-ce que la première chose que j'ai remarqué est que les commentaires ne sont pas forcément interactifs. Je me suis rendu compte que les personnes se répondent pas l'un à l'autre, mais qu'il n'y a pas de vraie conversation, donc il n'y a pas vraiment de vrai interactif dans ces blogosphères. Et il y a d'autres choses, j'ai remarqué aussi que le page constitue une espèce de reconstitution de l'espèce de normes sociales. Ça, c'est bon, mais il y a beaucoup de discours sur les religieux, de respecter les chefs religieux, mais aussi de parler de Dieu. Par exemple, il y a certains qui ont dit arrêtez de laisser voter foi, voilà, de définir eux-mêmes de cibles de foi, etc. Donc il y a une norme religieuse qui se répercute à travers ces espaces. Donc, je vais essayer de conclure. Il y a aussi... d'accord, donc il y a 25 secondes.
L'étiquette, ce qu'on appelle l'étiquette, il y a certaines règles, même au niveau du cyberespace, et chaque individu devait être responsable de ses choix, mais aussi de respecter ses normes. Voilà. Il y a donc le pluralisme, la pluralité et la variété des sources et les origines d'information, et l'Internet, téléphone portable, ça permet d'avoir plusieurs informations, de ne pas suivre juste une information où il y a un ordre donné. Mais malgré cela, les individus devaient choisir parmi ces informations pour décider eux-mêmes. Et certes, les rues ont des influences sur les écrans. Et les écrans ont des influences sur les manifestants, donc la façon dont les personnes se manifestent. Et c'est interactif. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à en parler. Donc, je souhaite qu'on discute un peu sur cela. Donc il y a une vraie interactive entre réalité et virtuelle et réelle. Mais à la fin, en fait, c'est pas un simple reflet. C'est pas un simple reflet. Il y a des intérêts de chaque personne. Par exemple, je n'ai pas pu parler, mais Sénégal a connu vraiment une variété de médias, des journaux. Il y a certains journaux qui sont reliés à l'opposition. Il y a d'autres journaux qui sont plutôt reliés à pouvoir en place. Donc il y a plusieurs discours qui se reflètent des différentes volontés, des différentes positions, différents positionnements politiques. Et là, ça reflète pas, en fait, c'est pas une espèce univoque, c'est pas une espèce homogène où tous les citoyens se manifestent à travers un espace homogène, mais c'est des espaces d'expression qui sont pluriels, qui ont plusieurs couches, qui ont des contrôles également. Donc maintenant les citoyens devaient naviguer dans tous ces espaces pour décider, pour participer à leur façon de participer à la politique. Ok. Merci beaucoup, merci sincèrement. Je ne voudrais pas trop retarder, il nous reste encore une vingtaine de minutes. C'est pas mal pour des échanges sur un sujet aussi pertinent, aussi passionnant, je peux aussi le dire. Essayer de réfléchir sur la relation. Hier, on a parlé d'une question de la rhétorique de cette technologie-là par rapport à l'Afrique. Vous nous amenez la question, n'est-ce pas, de l'utopie. Est-ce que ça sert au développement? Est-ce que ça sert réellement la démocratie à travers les mouvements? Quel est véritablement le rôle de cette technologie-là? Ensuite, les impacts, n'est-ce pas, que cela génère. Bon, enfin, je préfère que l'Assemblée se prononce, ou alors commentaires, suggestions, questions, critiques. Vous levez, vous présentez, vous sentez, et puis vous posez votre question. Il y a un premier doigt, ensuite. Nous avons 20 minutes. Je m'appelle Nafi Kinta, je suis philosophe et anthropologue de formation. Je suis un ancien du CADA. C'était entre 1993 et 1999. Je ne vais pas parler, pour ce qui est de la première présentation, je n'ai pas apporté grand-chose parce que Madame a assez dépeint mon oncle social. Parce que vous savez bien la relation entre les Nigériens et les Maliens, et en même temps le président Tanja, ayant également la famille au Mali, au Niger, au Sénégal et à Niamey, ce qui complexifie un peu le suivi de la trajectoire des hommes politiques par rapport au Sahel africain, que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Mais à l'interne, on comprend ça. Mais je vais parler un peu du cas du Sénégal. C'est vrai, quand on parle de la rhétorique d'Intique et même de l'utopie d'Intique, par rapport au cas sénégalais, en essayant de rentrer dans l'histoire de ces pays, depuis la période coloniale jusqu'à la période contemporaine, l'histoire politique du Sénégal a été émaillée par des violences. Des violences, d'abord, au temps, avant même l'indépendance, la mort de Bandou Ndiaye, la manière dont Senghor a eu à régler le jeu politique avec Amadou Dia,
la mort de l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Avant que Wade ne vienne au pouvoir, il a créé un mouvement qu'on appelle les Calots Bleus, des jeunes Louba qui le suivaient à l'intérieur des coucous. Et c'était un 15 février 1994, les policiers ont été découpés sur la même place de l'Obélisque. Et paradoxalement, le Sénégal est ce pays où, quels que soient les âges, et beaucoup plus au niveau des personnes âgées, au minimum, chaque matin, chacun lit au minimum, un ou deux journaux. Et avec la multiplication des radios privées, parce qu'à l'époque, il y avait fondamentalement deux grandes radios, la RTS et Sud Communication, et après il y a eu Walfadjri, et après Sud Communication, il y a eu sa télévision, Walfadjri pareillement, Sud Communication qui était beaucoup plus du côté des élites et du côté des étudiants, et vous connaissez tous l'histoire qui a suivi Abdel Latif Coulibaly, actuellement qui est ministre dans le gouvernement de l'autre. Donc, de l'un à l'autre, de moi il y avait cette tradition, comme les Sénégalais appellent bien Sahan Waktal. Ça veut dire en réalité, il faut qu'on discute ensemble, on peut s'insulter, mais on ne se bagarre pas. Mais curieusement, sur le champ politique, chaque fois en réalité c'est accompagné de la violence. Et nous savons tous comment on va devenir au pouvoir à 99. Même les représentants de Diouf ne pouvaient plus siéger dans les bureaux de vote parce que les gens de vote étaient là à Dakar avec des coucous. Et à la veille des élections, il n'y avait plus de coucous à vendre sur le marché de Dakar. Donc il y a une histoire de violence qui est là. Et maintenant les NTIC. Les NTIC. Je prends l'exemple également quand on prend en réalité la lutte traditionnelle. On faisait la lutte traditionnelle sans se boxer. Mais on a changé tellement en réalité la violence est propre. Culturellement en réalité à la société, on a amené en réalité c'est boxer les mieux nus. On amène des boxeurs sur le ring, ils portent des gants. Mais au Sénégal, ce sont des mastodontes qui se battent à main nue. Et cette violence, elle est visible, elle est appropriée par les corps sociaux. Si on le met en réalité sous le support image, les gens sont déjà habitués. Est-ce que c'est une nouveauté? Toute la question à ce niveau. Ok. Est-ce que c'est une nouveauté par rapport au champ politique, au champ social sénégalais? La manière de s'habiller, la manière de danser. Tout ça, ce sont des formes d'agression. Le balak, c'est beaucoup plus en réalité une danse propre aux gens des marches. Et tous ceux qui se considèrent nobles au Sénégal, pour danser le balak, ils ont une technique spécifique à le faire. Ils ne lèvent pas le pied, ils ne lèvent pas la main. Ils ne crient pas, ils ne sautent pas. Et généralement, tous ceux qui se disent nobles au Sénégal ne dansent pas le balak. Or, le balak, en réalité, c'est le chant le plus populaire. C'est le pas de danse le plus populaire. Donc, l'un dans l'autre, il nous faut lire la violence incorporée par la société, administrée, appropriée, et cette violence rendue en réalité sur les images. Comment vous réagissez? Oui. Comment vous réagissez par rapport à ce petit biais historique, histoire locale, vis-à-vis il reste encore 15 minutes. Je réponds brièvement. Oui. Je crois qu'il y a cette violence, certes, mais aussi la paix. Parce que le Sénégal est connu par le mot diam, la paix. Et en fait, c'est le contraste qui fait vraiment la dynamique du pays. En fait, il y a une visibilité de la violence, mais à la fois, en fait, il y a quand même la majorité de la population ne manifeste pas, ou bien participe paisiblement. Ce que j'ai remarqué à travers cet événement, il y a une autre chose, le Sénégal a toujours voté quand même, depuis même avant l'indépendance, depuis avec le Blaise Ndiaye, le 4 murs, on a connu une longue tradition démocratique, donc malgré que c'était juste une minorité, une partie de la population, on avait connu une tradition assez longue de vote, donc on est habitué à voter, à choisir eux-mêmes, au lieu de courir directement dans la violence. Donc ça, on avait cette tradition-là également. Et je vais t'aider un peu pour ajouter un peu à ce qu'elle dit par rapport comparativement au Niger. Le Sénégal est quand même l'un des seuls pays d'Afrique de la région, en tout cas, à n'avoir jamais connu de coup d'État par exemple. Ça s'explique. Je m'excuse, ça s'explique. Ma maman est née au Sénégal. J'ai passé 11 années de ma vie au Sénégal. En tant que tel, le Sénégal n'avait pas d'armée de terre. Le Sénégal n'avait pas en réalité des marines.
c'est l'armée française. J'ai vécu pendant 6 ans au niveau de la base navale de Ouakam. À partir de 69 jusqu'en 77, j'ai vécu au niveau de la base navale de Ouakam. Parce qu'en tant que le Sénégal n'avait pas de marine, le Sénégal n'avait pas d'armée de terre, c'était en réalité la France qui le faisait. Il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de... Je pense que vous avez là une personne ressource. À cette période, le Sénégal n'avait pas d'armée de terre, c'était beaucoup plus la gendarmerie et la police. Mais c'est après qu'on a créé, à partir de 77, l'armée de terre et l'armée de l'air, mais tout cela en réalité sous le contrôle de la base française de Ouakam. Vous pourriez le consulter plus amplement en détail. Je laisse la parole au professeur qui avait l'idée. Oui, à vous. Moi, je vais juste peut-être vous présenter à l'intention. Oui, je suis le professeur de l'Université d'Ottawa de la communication, directeur, fondateur, j'ai trouvé, merci pour la présentation, c'était très intéressant. C'est bien qu'il y ait une recherche dans ce sens-là. Ce qui m'a un peu manqué, enfin je n'ai pas senti, c'est un peu votre cadre méthodologique. Et je ne vais pas faire de commentaire, je vais juste essayer. Surtout là, le contraste entre les deux contextes, celui du Niger et du Sénégal qui a été présenté, il me semble que ici, il faudra peut-être faire attention. D'abord, l'Afrique, ce n'est pas un pays. C'est la première des choses. Quand j'entends souvent Afrique, moi ça me choque, ça continue. Et surtout dans l'espace universitaire. Et à ce moment-là, il faut être assez précis aussi, même dans le contexte nigérien, de définir notre population. Donc c'est une question de méthodologie. Parce que j'aimerais bien savoir qui utilise cette procédure, comment elles sont utilisées, pourquoi elles sont utilisées. Ça, c'est 3 questions fondamentales qui ne m'ont pas... j'ai bien compris qu'il y a une discussion sur l'émergence potentielle, je dirais, d'une société civile. Mais qui est cette société civile? Elle est composée, c'est quoi sa démographie? Est-ce que une personne qui est à Niamey utilise le téléphone cellulaire comme une manifestation politique, comme une personne qui, je sais pas moi, habite au Chine, je sais pas. Donc ça, c'est des questions fondamentales qu'il faut répondre dans les méthodologies. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qui m'a semblé, c'est parce qu'on n'a pas su, enfin, je ne sais pas si c'est... Je suis encore très novice dans la question, ça m'intéresse. Et puis je pense que, justement parce qu'on a cru considérer l'Afrique comme un pays, toujours, on dit qu'il y a eu des technologies depuis X années. Ce n'est pas du tout vrai. De manière empirique, il n'y a aucune bonne là-dessus. Et en fait, notre technologie, on ne peut pas comparer le monde et on peut peut-être aller dans l'Afrique du Sud. Et peut-être même les technologies, comme vous les appelez, nouvelles technologies. Est-ce que la radio est une nouvelle technologie dans un contexte rural par rapport à une vie? Ça, c'est une question qu'on n'a pas encore. En tout cas, je ne sais pas qui a répondu à cette question. Parce qu'il faudra aussi, à ce moment-là, redéfinir ce que c'est que les nouvelles technologies. Ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Dans le contexte spécifique du lieu de recherche. Ça, c'est les 2 manquements. Je m'attendais à avoir une définition de nouvelle. Ce que j'entends, c'est le téléphone portable. Bon, le téléphone portable, ce n'est plus un téléphone là, puisqu'il envoie des vidéos. Donc il y a une utilisation en qui est beaucoup plus complexifiée. Ce n'est plus juste un téléphone portable. C'est aussi une caméra vidéo, c'est aussi une horloge. Donc il y a une utilisation appropriée. Il y a une, si vous voulez, il y a une notion de rappropriation en propre, cette utilisation de la technologie qui m'intéresse beaucoup. Si vous analysez le contexte, il me semble qu'il y a des choses absolument phénoménales qu'on pourrait apprendre dans ces 2 contextes. C'était un commentaire, mais un commentaire idéologique. Commentaire, suggestion pour l'intérêt de votre travail.
qui devrait probablement être acheté, comme on dit. Comme on l'a dit dès le départ, on n'est pas spécialisé en réalité. Moi, par exemple, je ne travaille pas du tout sur ce sujet, mais comme il dit, le téléphone portable reste quand même un téléphone portable, tout ce qu'on peut dire. Et en Afrique, moi j'ai été, je ne sais pas, je ne sais pas, il n'est pas parti en Afrique, moi j'y ai été il y a quelques mois, le téléphone portable est quasiment banalisé au Niger, et pas que dans les grandes villes, même dans les villages, on peut téléphoner. Il y a eu, même moi j'ai vu dans le cas du Niger, des ONG qui allaient jusqu'au fond des villages pour les illustrer, pour y former des gens qui leur montraient comment composer un numéro, quand il y a des mobilisations, ça se passe comme ça. Celui qui a un téléphone, il donne des nouvelles, il y a telle manifestation, c'est quand même un moyen de communication qu'on ne peut pas dire qui est concentré uniquement dans les grandes villes. Un peu partout, en tout cas au Niger, que je connais, que j'ai exposé, même dans les villages, le téléphone portable est pratiquement acquis, parce qu'on peut maintenant, avec surtout l'ouverture sur les pays comme la Chine, les pays arabes, le chinoiserie. Il y avait un doigt auparavant, après ce sera vous. Moi j'ai beaucoup aimé vos interventions, vraiment, c'était très très bien. Et j'ai trouvé des points qui étaient très très intéressants, à commencer par Kaye, notamment lorsqu'elle pose le problème du virtuel et du réel. Est-ce que c'est la vie finalement qui a eu raison de voir, ou bien est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui ont eu raison de voir? C'est la question que nous devons nous poser. Et moi à mon avis, je ne crois pas que ce soit vraiment les réseaux qui aient fait le travail. Ce que je pense, c'est que ces technologies-là, elles ont la capacité d'amplifier nos moyens d'intervention. Mais elles n'ont pas la capacité de changer les rapports entre les gens. Les rapports politiques, par exemple, entre les gens. Puisque d'un côté comme de l'autre, les pouvoirs, aussi bien que ceux qui sont dans la rue, peuvent les utiliser à leur avantage. Donc, les rapports politiques préexistants ne changent pas parce qu'il y a des technologies de l'information et de la communication. Ce n'est pas parce que les gens sont empowered, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité beaucoup plus grande, par exemple, de mobilisation grâce aux réseaux sociaux. Ce n'est pas cela qui réellement change les rapports entre les gens. Je pense que c'est toujours la rue qui fait la révolution. Ce n'est pas Facebook. À mon avis, ce n'est pas Facebook. C'est ce que je disais hier à propos de la Libye. Ce n'est pas Facebook qui a fait partir Kadhafi, ce sont les drones qui ont éliminé Kadhafi. Donc il faut en revenir à la réalité. Et puis bon, les technologies de l'information ne sont que de nouveaux moyens d'expression qui existaient aussi auparavant. Avant, nous, on distribuait des tracts dans les villes, c'était une autre forme de mobilisation. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Mais je ne crois pas que la nature des rapports entre les gens change juste parce que nous avons maintenant les téléphones mobiles, etc. Pourquoi est-ce que ça peut changer la nature? Par exemple, quand on prend la façon dont les websites politiques en Afrique sont mis en ligne par les pouvoirs en place, on observe qu'ils envisagent la communication politique de la même façon qu'elle existait auparavant, c'est-à-dire top-down, en termes d'information. Par exemple, ce n'est pas très interactif. Quand vous allez sur chacun des leaders politiques nigériens, par exemple, a un website. Et quand vous y allez, vous ne trouvez rien qui puisse être interactif. Par exemple, où les gens peuvent échanger, où les gens peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord, etc. C'est toujours top-down, ce sont eux qui nous livrent des informations, qui publient ceux qu'ils veulent publier en ligne, etc. Et si vous allez sur les Facebook de ces leaders politiques, vous verrez que ceux qui les fréquentent sont leurs propres militants. Et que c'est toujours la laudation qui continue. Il est beau, il est grand, il a fait ceci, etc. Il n'y a rien
Il y a rien de nouveau en réalité dans tout cela. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais on voit bien que rien de réel dans les rapports en réalité n'est en train de changer. Peut-être une très courte réaction au Kadi, j'ai beaucoup aimé ton intervention ici, surtout la première partie, parce que je pense que la seconde était un peu plus faible que la première partie, parce que la seconde n'a pas réussi à montrer le rapport qui existait dans l'intervention dans l'utilisation des NTCI, en quoi cela a véritablement bouleversé ou bien abouti au renversement de Tanja, puisque finalement qui a renversé Tanja? C'est un coup d'État. Oui, mais ils ont compris quand même que la situation était favorable. Oui, actuellement, on ne fait pas un coup d'État sans réfléchir aux conséquences, parce que ça s'est passé au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils étaient obligés de rendre le pouvoir. Au Niger, quand le coup d'État a eu lieu, il n'y a pas eu de condamnation. Est-ce qu'ils ont compris que c'est la CEDEAO qui a fait le coup d'État, pas les militaires. Comment? C'est la CEDEAO qui a fait son coup d'État. Ça c'est peut-être ça c'est un autre débat. Il y avait quand même une critique, une espèce de contestation. Bon, les NTIC ne changent pas fondamentalement des rapports sociaux en Afrique, si vous êtes d'accord avec ça. Ou alors une très très courte réaction. Je rappelle que c'est le professeur Gado Alzuma of the American University of Nigeria pour votre très courte réaction. Théoriquement, il nous reste 2 minutes. J'aimerais que oui, réagisse. Oui, moi, Muriel de Espérance, Université Laval. Moi, je voudrais, pour comparer vos deux interventions, il y a 2 sujets que vous avez effleurés un peu dans vos présentations. C'est le fait aussi que la déconnexion entre le pouvoir et ce qui se passe sur le terrain. Autrement dit, il y a comme une l'État a son agenda, mais sauf que l'agenda est complètement déconnecté par rapport à ce que veulent les gens, et en utilisant en plus les NTIC, en fait ça va beaucoup plus vite que ce que voudrait l'État. Ça c'est une première chose. Je pense qu'il faudrait que vous creusiez là-dessus, parce que je pense que c'est une idée intéressante. Une deuxième idée, c'est aussi, vous avez parlé de la diaspora, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être plus mesurer le rôle que peut jouer la diaspora dans le cas nigérien ou dans le cas sénégalais. Est-ce que c'est le même poids? J'en suis pas sûre, en fonction d'un contexte politique local, national qui est différent. Bon, et je rejoindrai en fait un peu l'intervention de mon collègue. Effectivement, ce genre de sujet, je pense que vous devez travailler aussi avec Marie Brossier ou Mamadou Diouf qui travaille beaucoup aussi sur ces mesures de politique locale à des moments forts, c'est-à-dire des élections, etc. Donc ça, je pense que vous êtes en réseau avec ces collègues-là. Il me semble quand même que ça demande aussi des études de cas, c'est-à-dire que effectivement dans des sociétés extrêmement compliquées, au plan urbain, mais aussi au plan rural, je veux dire, on ne fonctionne pas de la même manière. Du point de vue aussi religieux, du point de vue aussi tradition, de sociabilité, c'est quand même pas la même chose que d'être au nord Niger, que d'être au sud Niger, qu'être au nord du Sénégal, que d'être au sud Sénégal. À partir de ce moment-là, on ne peut pas généraliser. Alors en Afrique, moi aussi, ça m'horripile, mais c'est surtout, je dirais, travailler sur un cas, jeune dans un quartier, et qu'est-ce que ça donne à un moment T précis d'élection. Bon, voilà, parce que sinon, on part vite dans des généralités, et puis au bout du compte, on se retrouve avec société civile, mais la société civile, on sait ce que c'est. Bon, même si on n'est pas normatif, il reste que la société civile, c'est tout un tas de gens. Ça peut être les ONG, mais les ONG, ça peut être international comme local, ça peut être des intellectuels, ça peut être des journalistes, ça peut être... donc au bout du compte, c'est tout et rien à la fois. Donc je pense que vous avez des accroches intéressantes qu'il faut creuser plus pour travailler des études de cas sur des moments extrêmement forts et qui resteront forts et qui vont, à mon avis, de toute façon être conduits pour un certain temps. Voilà. Juste pour rebondir. Bon, oui, on peut peut-être tricher un tout petit peu. Oui, je triche. C'est pas parce qu'on a un enregistrement élevé du numéro de téléphone. Par exemple, j'ai les statistiques, j'ai été très attentif à l'opération. Au Burkina Faso, qu'on utilise nécessairement, qu'on peut se comparer à la France. Par exemple, ce serait une erreur fondamentale. C'est-à-dire
le temps connecté, 24 heures sur 24. Donc c'est des utilisations, des modèles d'utilisation totalement différents qu'il faut absolument contextualiser. Il faut gagner d'argent à travers des études de cas, mais à travers aussi la question de qu'est-ce qui se passe réellement dans le terrain, pour comprendre comment ces choses-là, ces technologies sont utilisées. Mais c'est véritablement, ce n'est pas, on peut avoir des données. Il y a un enregistrement très élevé de téléphones cellulaires ou de téléphones portables, mais ces données ne veulent absolument rien. Si on les sur YouTube, enfin, c'est ce que je voulais, parce que je vois que vous y allez dans ce sens-là. Et moi, à mon avis, ce serait très limité. Ce serait une erreur. C'est des suggestions, hein. Ce sont des professeurs qui... Et si vous... Ah, allez-y, merci. Je voulais bien répondre très brièvement à vos questions. D'abord, le pouvoir de l'État qui se déconnecte avec l'opinion publique, etc. Et TIC est certes le TIC de la population, mais aussi le TIC de l'État. Donc, il y a aussi ce qui m'a frappé au cas du Sénégal, c'est que comment ces manifestations étaient médiatisées, ou bien les manifestations aussi des partisans de Wade étaient médiatisées, ou bien circulées sur Internet, sur la télévision. La façon dans laquelle était décrit, parce que c'est comme si le pays était en guerre. Il y a plusieurs appels, on m'a dit que c'est très dangereux, il faut partir. Mais ce que j'ai vu, c'était pas ça du tout. La manifestation était là, mais ça s'est passé au centre-ville et qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas dedans. Donc il y a aussi cette virtualité qu'on devait réfléchir. Et deuxième chose, c'est que voilà, les cas concrets, j'ai un peu étudié sur les régions. Par exemple, le cas de Saint-Louis, où Wade a gagné avec 80% au premier tour. En fait, ce qui compte, c'est plutôt la sociabilité réelle qui entraîne les individus. Donc, c'est-à-dire les liens familiaux, les liens sociaux, les liens religieux qui pèsent beaucoup plus lourd que ce qui se disent sur les blogs. C'est plutôt les blogs sont plutôt les fantômes, parce que je pense plutôt les fantômes de ce qui se disent. Donc les gens se reflètent un peu à voir ce qui se disent sur les Sénéweb, sur d'autres sites. Mais en réalité, ce qu'ils écoutent réellement, c'est plutôt l'opinion de ses parents. Donc il faut comparer un peu comment plusieurs options, plusieurs optiques de réflexion et comment les gens réagissent par rapport à naviguer dans toutes ces optiques pour décider la décision finale n'est pas forcément ce qui est sur Internet, forcément. Voilà, je vais peut-être conclure pour clôturer cette session en ajoutant un petit élément sur le plan peut-être méthodologique, en appuyant les propos du professeur là-bas. Vous gagnerez également d'explorer un tout petit peu à l'échelle des traditions, des coutumes, de l'Afrique, comment la communication se passait, comment la mobilisation se passait, et être un peu prudent au niveau de la définition des concepts comme on est plus ici. Société civile, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la définition telle qu'elle nous est servie de la Banque mondiale de l'ONU, que sais-je? Et puis vous mettre également dans une posture aussi bottom-up. Une fois qu'on aura maintenant bien exploré, est-ce que technologie ici fait automatiquement allusion à un petit appareil qui s'appelle téléphone cellulaire, ou alors en Afrique, il y avait des façons, n'est-ce pas, de procéder, de se mobiliser, etc., pour maintenant se rendre compte que par rapport à cette posture bottom-up versus le top-down, il y aurait une confrontation, n'est-ce pas, des deux dimensions qui fait que les dynamiques que nous avons aujourd'hui sont générées par cette confrontation-là et non unidimensionnelle. Voilà. Donc, je remercie sincèrement nos conférencières d'exposer et puis de tout ce qui a été débattu. Et puis merci à tout le monde. Et voilà, je lève donc la séance. Voilà.